Salut. Il y a 3-4 ans de ça, je venais de regarder pour la première fois la fin de Gintama. Et c'était très bien. Mais avant même de la voir, c'était déjà mon animé préféré et depuis, ça n'a pas changé. Disons que la fin prêchait un convaincu, quoi. Je sais pas pour vous, mais quand j'apprécie particulièrement quelque chose, j'aime en savoir plus dessus. On a beau affectionner une œuvre, c'est pas pour autant qu'on comprend tous les messages qu'elle veut nous faire passer. Il y a forcément des éléments qui nous passent par-dessus la tête. Après tout, on peut avoir une idée globale des messages sans les creuser. Ou même, on peut aussi ne pas tout comprendre de l'histoire d'un personnage, et pourtant, quand même l'apprécier. Mais quand vous l'aimez vraiment, si vous ne vous souciez que de sa personnalité, de son physique ou de son charisme, vous avez pas l'impression de passer à côté de quelque chose de plus important? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi les messages qu'il veut nous faire passer? Et pourquoi, par exemple, il agit de telle ou telle manière? C'est dans le but d'approfondir mes connaissances sur la question que j'ai voulu regarder des vidéos sur Gintama. Mais surprise, il y avait rien. Bon, en vrai, c'est sûr qu'en dehors du Japon, c'est pas l'anime le plus connu. Mais en fait, à bien regarder, des analyses de personnages dans la sphère francophone, y en a pas beaucoup tout court. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas les faire moi-même? Parce que ça demande de savoir écrire un texte, analyser une œuvre, bien enregistrer sa voix, monter une vidéo qualitative, avoir assez de compétences pour créer une miniature. Oui. Bah ouais, faire une bonne vidéo, quand on n'y connaît rien, c'est pas facile. Même en passant beaucoup de temps dessus, on peut pas avoir un résultat parfait dès son premier essai. Ça, j'en étais conscient depuis le départ. Et même si je voulais beaucoup le faire, ça me paraissait inconcevable de parler d'un personnage que j'aime beaucoup en sachant que la qualité de la vidéo que j'allais faire dessus allait être plus que discutable. C'est pour ça que la première que j'ai faite sur cette chaîne parle d'un personnage que peu de personnes, dont je fais partie, aiment beaucoup. Ce que vous êtes en train d'écouter là, même s'il y a encore du chemin à faire, c'est le résultat de plusieurs années de progrès. Des progrès qui, bout à bout, m'ont fait gagner assez d'expérience pour prétendre faire une vidéo à la hauteur de l'estime que je porte à Gintama et ses personnages. Mais pas encore ses persos principaux, faudra attendre encore un peu pour ça. C'est pourquoi, à la place, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de non pas un, mais deux personnages secondaires de cette œuvre que je trouve très intéressant à analyser. Ima Inobume et Sasaki Isaburo. Les persos secondaires, dans Gintama, c'est pas ça qui manque. Il y en a qu'on voit qu'une seule fois, il y en a qu'on voit tout le temps, il y en a qui sont des alliés des héros, et il y en a aussi qui sont leurs ennemis. Mais dans la majorité des cas, ils ont un point commun. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne font que suivre leurs convictions, leurs buts ou leurs idéaux. Et même si certains peuvent entrer en conflit entre eux pour diverses raisons, ils ont toujours une motivation pour le faire. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses raisons qui font que j'aime autant cette œuvre, le fait que rien n'est manichéen dedans. Beaucoup de personnages qu'on n'apprécie pas de par leur antagonisme avec les héros finissent par se révéler, peut-être pas comme étant justes, mais en tout cas, en possession de raisons pour agir comme ils le font. Les avoir, c'est une chose, mais pour nous, les comprendre, c'en est une autre. J'ai beau avoir une idée globale de ce qu'ils peuvent raconter, je suis encore très loin de tout connaître sur eux. Les deux personnages dont je vous parle aujourd'hui ne dérogent d'ailleurs pas à la règle, mais cette vidéo est là pour y remédier. Le meilleur moyen de comprendre soi-même, c'est en essayant de l'expliquer aux autres, non? Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'analyse deux personnages en même temps, mais ceux qui ont regardé Gintama, je pense que vous devez avoir la réponse au fond de vous. Leurs histoires sont tellement liées qu'il est impossible de les dissocier. Analyser l'un revient en fait à analyser la relation qu'il a avec l'autre. Donc bon, autant faire les deux en même temps pour avoir l'analyse la plus complète possible, non? Enfin bref, avant de passer dans le vif du sujet, parlons un peu des personnages en eux-mêmes. Le premier point qui me semble important à aborder, c'est que Nobume et Isaburo arrivent, déjà, tard dans l'œuvre, mais qu'ils sont aussi et surtout directement présentés comme des antagonistes du Shinsengumi. Les uniformes blancs font face aux uniformes noirs, la dualité est présente dès le départ. Déjà par ce fait, la première impression que la majorité des personnes ont pour Sasaki Isaburo est plutôt péjorative. En plus de ça, son apparence et sa personnalité apathique ne le rendent pas plus enclin à se faire apprécier. Si tout ce qu'on avait vu de lui se résumait à ses premières apparitions, c'est sûr que vous vous seriez sûrement demandé pourquoi je veux en parler. Mais bon, vous verrez pourquoi dans l'analyse. Il y a cependant un autre personnage qui lui a plu dès le départ. Pour je dirais deux raisons, son chara-design et sa personnalité, Ima Inobume. Même si elle est elle aussi présentée comme une antagoniste, elle semble bien plus simple. C'est juste une sadique notoire avec une tendance à tout vouloir régler par le meurtre. Comparée à un Isaburo manipulateur et insensible, elle paraît plus naturelle, à sa façon. Malgré leurs différences notoires, ces personnages ne semblent jamais se quitter. Même au sein de leur propre organisation, ils sont les deux seuls à avoir un lien entre eux. Ce que je veux souligner,
c'est que ça semble pas être des personnages uniquement liés par leur travail. Ils ont quelque chose en plus qui fait qu'ils sont inséparables. L'un des enjeux de cette vidéo sera justement de comprendre la nature de cette relation. Mais il y aura aussi plein d'autres trucs à aborder. Allez, il va être temps qu'on passe à cette analyse. Attention, comme d'habitude, ça va spoiler toute l'œuvre. Mais évidemment, je vais faire un résumé chronologique de toute leur histoire pour ceux qui veulent quand même regarder cette vidéo. Bon visionnage. On ne sait pas grand chose de l'enfance d'Isaburo, à part le fait qu'il est né d'une famille noble, les Sasaki, et qu'il a un demi-frère, Tetsunosuke. Sa lignée faisait qu'il était voué à être un samouraï, ce qu'il est devenu une fois passé à l'âge adulte. La première apparition chronologique qu'on a de lui nous le présente comme un jeune homme marié sur le point d'avoir un enfant. Déjà à son âge, il est considéré comme le prodige de sa famille pour avoir réussi à maîtriser l'art des armes comme celui de la plume. Le Bakufu, le gouvernement, attend beaucoup de lui. Même si c'est Matsudaira qui les dirige, c'est bien Isaburo qui est à l'origine de créer une nouvelle brigade de police composée de brutes sans titre, le Doshigumi. Ils auraient pour mission de lutter contre le Joishishi, les rebelles qui combattent le gouvernement. C'est pendant ce recrutement qu'il fera la rencontre de ceux qui vont en constituer les fondations, Kondo Isao, Hijikata Toshiro et Okita Sogo. Les exploits de ce groupe vont vite arriver jusqu'aux oreilles du gouvernement, ce qui va les pousser à leur donner un titre de samouraï. Mais ce n'est en réalité qu'une façade. Sada, l'ancien shogun, prévoit de faire assassiner ses opposants politiques, le seigneur Hitotsubashi ainsi que son fils Nobudomu, en faisant ensuite porter la responsabilité de leur mort au tout nouvellement nommé Shinsengumi qui devait assumer leur protection. Sasaki et Matsudaira sont au courant de cette opération qui se déroulera dans un mois, mais ne peuvent de toute façon pas contester les ordres. Isaburo va donc entrer en contact avec celui en charge de l'opération pour en apprendre plus sur le déroulé de l'assassinat. Il apprend que ce sont des enfants qui seront chargés de le faire, mais pas n'importe lesquels. Des orphelins recueillis par le Tenchoin Naraku, un groupe d'assassins sous les ordres du Tendoshu, ceux qui contrôlent le gouvernement dans l'ombre. Ces enfants ont été entraînés dès leur plus jeune âge à devenir des machines à tuer. Parmi eux se trouve Mukuro, l'une des plus douées dans cette discipline, au point d'être déjà considérée comme l'un des 3 assassins les plus forts du Naraku. Rencontrant brièvement Isaburo, elle souligne le fait qu'entre elle qui tue sans rien savoir du monde, et lui qui tue en sachant tout, il n'y a aucune différence. Ils ont tous les deux perdu la raison. Après cette rencontre, Sasaki est indécis sur ce qu'il doit faire. Il ne sait pas quel type de père ou de samouraï il veut être. Respecter sa mission reviendrait à ne pas agir comme son code de l'honneur le demanderait. Mais ne pas la respecter signifierait trahir le gouvernement, et donc le mettre lui et sa famille en danger. Pendant cette période de doute, il va brièvement discuter avec le Shinsengumi et leur évoquer ses incertitudes concernant le nom qu'il devra donner à son enfant. Selon Kondo, que ce soit pour être un samouraï ou un père, le raisonnement est similaire. On a le droit de s'inquiéter et de douter, mais il faut malgré tout continuer à poursuivre la recherche de son idéal. Dans cette époque troublée, il doit suivre le chemin qui lui semble le plus juste et continuer dans cette voie. La somme de ces 2 rencontres va le pousser à vouloir préserver sa fierté de samouraï, mais tout en agissant dans l'ombre. C'est pourquoi elle va faire fuiter des informations au sein du mouvement Joy pour qu'ils attaquent l'escorte avant que l'assassinat ne puisse avoir lieu. Il a dupé le Tendoshu pour sauver à la fois le Shinsengumi, mais aussi les enfants qui auraient été promis à une mort certaine. Cependant, Oboro, le chef des Naraku, s'aperçut de sa trahison et ordonna à Mukuro de le tuer lui ainsi que sa famille. S'apercevant que les messages envoyés à sa femme ne pouvaient pas être reçus, Isaburo va se dépêcher de la rejoindre. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Arrivant à son emplacement, elle et son enfant étaient déjà morts. Seule Mukuro était présente sur la scène du crime. Elle aurait dû le tuer lui aussi, mais elle en a été incapable. Isaburo la désarme très rapidement et lui demande pourquoi elle pleure. Elle lui répond qu'elle ne mérite pas de le tuer, mais plutôt de mourir. Elle voulait combattre sa propre faiblesse et changer, une leçon qu'elle a prise de Yoshida Shoyo lorsqu'elle était sa geôlière. Isaburo voit en Mukuro une autre version de lui-même, une personne brisée par le système. C'est pourquoi il ne l'a pas supprimé. Parce qu'il a su, à ce moment précis, qui étaient ses véritables ennemis. Ce n'était ni le Tendoshu ni le gouvernement. C'était cette ère qui permettait de telles atrocités, et lui-même qui n'a rien pu protéger. C'est pourquoi il ordonnera à celle-ci de le tuer une fois sur les cendres de cette époque. Ce sera sa manière à lui d'accomplir sa vengeance. Après cet événement, Isaburo l'utilisera comme un outil pour servir son dessein et lui donnera un nouveau nom, Imai Nobume. Il soutiendra les Hitotsubashi pour qu'ils puissent devenir l'unique parti d'opposition du gouvernement, fondera le Mimamoregumi, une police d'élite, et s'alliera avec les Joy de Takasugi pour disposer de leurs forces. La suite, on la verra dans la prochaine partie. Avant ça,
Revenons un peu sur ce qu'on vient de voir. Dans cette partie, on nous montre qu'il existe une contradiction entre les valeurs que devraient avoir les samouraïs et l'époque dans laquelle ils évoluent. La police est utilisée pour commettre des crimes politiques. Les enfants sont éduqués à être des assassins. Les citoyens en quête d'un statut sont sacrifiés pour couvrir les hommes puissants. Isaburo remarque que lui, comme tous les autres, ne sont que des pions pour les plus grands. Il se fait peu à peu écraser par ce système. C'est alors légitime qu'il se demande comment il peut être un samouraï ou un père dans une époque aussi troublée. Et c'est en regardant Kondo et les autres qu'il va le comprendre. En voyant un homme qui ne possédait rien réussir à réunir toutes les brutes indomptables en un seul et unique groupe, il a insufflé à ces hommes la même vision que lui. Celle de la poursuite de son idéal malgré les difficultés de cette ère. Sasaki a failli se détacher de celui-ci, mais ne souhaitant pas perdre face à ces hommes, qui, contrairement à lui, ne possèdent rien, il a décidé de préserver sa fierté. Malheureusement, malgré ses précautions, ce choix s'est finalement répercuté sur sa famille. Le jour où il a tout perdu, Sasaki Isaburo a cessé d'être un samouraï, et n'a pas non plus pu être père. Il est devenu un cadavre qui ne se défend pas, qui n'a personne à protéger. La seule chose l'empêchant de mourir étant son désir de vengeance. Mais est-ce vraiment totalement le cas? Ce serait un peu trop simple si ça l'était. Allons voir pourquoi dans la prochaine partie. À l'origine de l'introduction de Sasaki dans l'œuvre se trouve Tetsunosuke, son demi-frère délinquant. Étant considéré comme un échec par sa famille, Isaburo l'a envoyé chez le Shinsengumi pour s'en débarrasser. Il va alors devenir l'assistant de Hijikata. Cependant, même dedans, il persiste à ne pas changer. Il provoque des nuisances dans la caserne comme sur la voie publique. C'est lors d'une patrouille en compagnie de son supérieur qu'il va avoir la merveilleuse idée de provoquer Gintoki. Ce qui va, bien sûr, se terminer en baston. Arrivant sur les lieux, le Mimamori-gumi va l'arrêter pour entrave à la justice, et c'est à ce moment que va apparaître pour la première fois Isaburo. Même s'il se présente comme un fan du Shinsengumi, ses raisons pour l'être sont peu élogieuses. Il trouve que c'est un miracle que des pauvres et sans talent comme eux aient pu joindre leurs forces pour protéger Edo. Mais il constate que même eux n'ont rien pu faire pour Tetsunosuke. Il nous est présenté comme quelqu'un qui est prêt à laisser son frère mourir pour préserver l'honneur de la famille Sasaki. En gros, pas comme étant très sympathique quoi. Hijikata va cependant prendre sa défense et lui dire qu'il est un excellent élève. Après ça, Tetsunosuke apprend de Kondo le passé de Toshiro et comprend qu'ils ont tous les deux un rapport similaire avec leur frère. C'est pourquoi il va s'assagir et faire des efforts pour devenir une meilleure personne. Au même moment, Gintoki se fait libérer et se voit donner un travail par Isaburo, celui d'infiltrer un gang de délinquants radicaux qui préparerait apparemment une attaque terroriste. Mais avant ça, ils veulent se venger d'une personne qui les a trahis. Sauf que surprise, cette personne, c'était Tetsunosuke. Son chef s'entendait bien avec lui du fait qu'il avait beaucoup d'argent. Mais voyant que le gang devenait de plus en plus radical, ce dernier a eu peur qu'ils apprennent son lien avec la police et s'est enfui. Pas de bol, ces informations ont fini par arriver aux oreilles du gang. Il s'est donc fait capturer. Et Isaburo connaissait les liens qu'entretenait Tetsunosuke avec ces personnes. C'est d'ailleurs très probablement lui qui leur a fait savoir d'une manière détournée que c'était son demi-frère. S'il a été confié au Shinsengumi, c'est pas un hasard. Les deux polices devront régler cette affaire de par leur lien avec lui. S'il meurt, ceux qui en sont les responsables vont devoir en porter la responsabilité. Et vu qu'Isaburo considère son frère comme un déchet, il n'aura aucun remords à le tuer. Il a en fait été utilisé pour provoquer la chute du Shinsengumi. Ayant compris ses intentions, une altercation entre eux et le Mimamori-gumi va commencer. Pendant que Sasaki s'occupe de Hijikata, Nobume, sa seconde, va se faufiler derrière les lignes ennemies pour tuer le gang et Tetsunosuke, tandis que Kondo, Sogo et Yamazaki vont faire de même pour le sauver. Un combat entre les deux factions s'ensuit, mais Isaburo arrive à mettre Hijikata hors d'état de nuire. Le Mimamori-gumi s'apprête donc à avancer sur le gang, quand son chef l'interpelle sur le nom du destinataire de la lettre qu'avait confiée Hijikata à Tetsunosuke, Sasaki Isaburo. Il lui écrit dedans les progrès que son demi-frère a réalisés, et lui demande qu'il puisse à nouveau l'accueillir dans sa famille lorsqu'il sera devenu un grand combattant. Il sait au fond de lui qu'il veut que son frère l'accepte. Il est bien placé pour le savoir, parce que c'est ce qu'il avait lui aussi souhaité avant de perdre le sien. Malgré sa requête, Isaburo ne semblera pas y prêter attention. Il ordonne à nouveau l'assaut sur le gang. Cependant, Hijikata se relève et arrive à le neutraliser. Ils foncent ensuite sur le toit pour aller sauver Tetsunosuke. Mais trop tard, le Mimamori-gumi a de l'avance et s'apprête à le tuer. Sauf que Gintoki, qui, rappelons-nous, s'était infiltré dans le gang, le protège et s'allie avec le Shinsengumi pour renverser la situation. La tendance s'inverse et le groupe finit grand vainqueur du conflit.
Ils ont réussi à maintenir leur existence et à sauver Tetsunosuke. Quelques heures plus tard, pendant qu'Isaburo est occupé à repêcher Nobume qui était sous les décombres, Takasugi lui rend visite pour lui demander le résultat de sa pêche. Même si c'est très flou, il semble dire qu'il a laissé filer le Shinsengumi et Gintoki parce qu'il les considère comme des éléments très précieux pour la suite des événements. Un grand plan semble se profiler dans l'ombre. S'il y a bien une chose que semble nous confirmer cet arc, c'est qu'Isaburo a perdu toute once d'humanité. Froid, calculateur, prêt à sacrifier son frère pour l'honneur de sa famille. Il est détestable au possible. Tandis que de son côté, Nobume semble juste suivre ses ordres sans trop se poser de questions sur leur bien fondé. Disons que niveau développement, pour elle, c'est pas encore trop ça. Par contre, pour Isaburo, il y a un sujet intéressant à aborder. Celui du parallèle entre lui et Hijikata. Si je devais définir le thème principal qu'aborde cet arc, je dirais que c'est celui de la fraternité. Tetsunosuke est introduit dedans pour être un reflet de Hijikata. Son but est lui aussi de regagner sa place parmi sa famille, et plus particulièrement son grand frère. Sauf qu'à la différence de son supérieur, le frère de Tetsunosuke, Isaburo, est encore en vie. C'est pourquoi Toshiro souhaite l'aider du mieux qu'il le peut à faire ce que lui n'a pas pu. Sauf que même en faisant de grands efforts pour changer, Tetsunosuke n'a pas réussi à faire parvenir son message à Isaburo. Ce dernier n'a pas voulu l'écouter. Mais le Shinsengumi, lui, sera toujours prêt à le faire. C'est ainsi qu'il va trouver parmi eux sa vraie famille. On nous montre alors que ce n'est pas le sang qui importe le plus, mais plutôt les relations qu'ont les individus entre eux. Une vraie famille est unie peu importe la situation et affronte ses problèmes ensemble. Isaburo, en le mettant en danger de mort et en refusant le dialogue avec son frère, n'est plus qualifié pour être considéré ainsi. À moins que... Je vous ai expliqué l'histoire comme on nous la raconte dans cet arc. Mais nous, on a l'avantage d'avoir le contexte, qu'on apprend normalement plus tard. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dedans? Par exemple, rappelez-vous, même s'ils ne sont pas au courant, c'est Isaburo qui a sauvé le Shinsengumi. C'est pas alors un peu étrange qu'ils les combattent? À votre avis, pourquoi je vous ai expliqué certains détails qui semblent anodins? Genre le fait que c'est lui qui a fait fuiter les informations sur son frère au gang, qu'il a payé Gintoki pour infiltrer celui-ci, que c'est lui qui confiait Tetsunosuke au Shinsengumi. Bah, c'est pas pour rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sens à tout ce qu'il a fait pendant cette partie? Comme on l'a vu dans la précédente, après l'assassinat de sa famille, Sasaki a commencé à comploter pour mener cette ère à sa ruine. Et donc, par extension, aussi à celle du gouvernement. Que ce soit en cas d'échec ou de réussite, il était donc conscient depuis le départ que ses plans le mèneraient probablement à sa mort. Est-ce que vous imaginez vraiment que sa famille serait épargnée s'il s'avérait être un traître à la nation? Moi je crois pas, hein. De par notre connaissance de son passé, on sait qu'Isaburo admire Kondo pour sa capacité à rassembler les gens autour de lui. Il lui fait confiance. En plus de ça, de par son lien avec Takasugi, il y a de très fortes chances qu'il soit au courant de la personnalité de Gintoki. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? Et si tous les événements de cet arc lui avaient servi à tester ces personnes? S'il a confié Tetsunosuke au Shinsengumi, c'est parce qu'il savait que Kondo prendrait soin de lui et que cette brigade serait la famille qu'il n'a jamais pu avoir. Mais au-delà de ça, il l'a aussi placé ici pour le garder en sécurité. Parce qu'il savait qu'en continuant ses plans, la famille Sasaki, dont Tetsunosuke fait partie, aurait été mise en danger. Mais il s'est pas arrêté là. Pour être sûr que le Shinsengumi garantisse sa sécurité et qu'il soit à la hauteur des défis auxquels ils devront faire face lorsque son plan avancerait, il les a mis à l'épreuve en provoquant l'accident de l'enlèvement de son frère. Bah oui, l'origine du conflit, c'est le fait que le gang ait appris qu'il avait des liens avec la police, quelque chose qu'Isaburo semble avoir lui-même fait savoir. Et vous vous dites peut-être que ouais, mais quand même, en ne prenant pas en compte son statut d'otage, il a mis son frère en danger de mort. Mais c'est qui l'a fait entrer dans le gang en sachant pertinemment qu'il prendrait la défense d'un innocent? C'est Gintoki. Il a même payé pour qu'il s'infiltre dedans. Et oui, en fait, depuis le début, Tetsunosuke n'a jamais été en danger. Isaburo a manipulé tous les événements pour s'assurer, à la fois qu'ils soient en sécurité dans le présent comme dans le futur, et aussi pour savoir si le Shinsengumi et Gintoki seront les bonnes personnes pour prendre part, malgré eux, à son plan. En fait, dans cet arc, il a tiré 2 appâts qui serviront pour lancer sa rébellion, et s'assurer que le Shinsengumi pourra protéger son frère. Alors que notre premier visionnage de cet arc semble nous montrer une défaite d'Isaburo, c'est en fait tout l'inverse. Il a gagné sur tous les points. Et c'est à ça qu'on reconnaît tout le génie de l'écriture de Sorachi. En analysant bien les motivations de ce personnage, on se rend compte qu'il n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Même s'il nous est montré sous le prisme d'un antagoniste froid, si on prend la peine de comprendre ses motivations, on le découvre sous une facette bien plus humaine. Mine de rien, pour un arc qui sert d'introduction au personnage,
Une fois tous les éléments en main, il y a une sacrée double lecture à opérer. Bon allez, j'ai plus rien à dire sur cette partie. On passe à la prochaine. C'est à partir de l'arc courtisane de la nation que les choses ont vraiment commencé à bouger. Même si ce n'était pas de son ressort, il s'avère que les événements qui vont se passer dedans seront d'une importance cruciale pour la suite du plan d'Isaburo. Bon, vu que cet arc est plutôt dense, il y a pas mal d'éléments que je vais délibérément éviter d'aborder pour pas trop vous perdre. Mais vous inquiétez pas, le plus important y sera. Allez, commençons. Tout commence par l'introduction d'un nouveau personnage, Suzuran, la plus ancienne courtisane de Yoshiwara, le quartier des plaisirs. Des dizaines d'années auparavant, un homme lui a fait une promesse, celle de l'amener avec elle loin de cet endroit. Depuis ce jour, alors maintenant proche de la mort, elle attend toujours qu'elle se réalise. Gintoki et Tsukuyo, ayant appris pour celle-ci, décident de trouver l'identité de cet homme. Au fur et à mesure de leurs recherches, tous les témoignages semblent converger vers la même personne, Tokugawa Sadasada, qui n'est nul autre que le précédent shogun. Tsukuyo plus les Yorozuya vont alors essayer de trouver un moyen d'aller interroger celui-ci. Grâce à la relation qu'entretient Kagura avec Soyo, la petite sœur du shogun actuel, ils vont réussir à rentrer dans le château. Ils apprendront sur place que l'endroit est actuellement sous loi martiale à cause de plusieurs assassinats qui ont lieu en son enceinte. Sauf que petite subtilité, toutes les personnes assassinées avaient un lien avec les Hitotsubashi, le clan rival principal du gouvernement. Le Mimawaregumi, qui, je rappelle, est allié avec, est déployé dans tout le château, officiellement pour protéger le shogun, mais officieusement pour le surveiller. Sauf qu'évidemment, le groupe de Gintoki, accompagné par Nobume qui n'a pas l'air de trop tenir sa mission de surveillance à cœur, va provoquer un accident majeur. Ils vont malgré eux atteindre à la vie du shogun. Profitant de cette occasion, Sadasada va afficher sa vraie nature. En plus de révéler qu'il avait à l'époque manipulé Suzuran pour prendre le contrôle du gouvernement, il va aussi faire assassiner Sasaki et leur faire porter le chapeau pour tous les crimes ayant été commis dernièrement dans le palais. Le groupe va donc se retrouver emprisonné avec leur exécution prévue pour le lendemain. Venu secrètement rendre visite à ses amis, Soyo leur apprend que la personne à qui Suzuran a fait sa promesse n'est pas Sadasada, mais Maizo, son subordonné. Il n'a jamais pu la remplir car l'ancien shogun l'a menacé de la tuer s'il allait la voir. Apprenant la vérité, le groupe va décider d'aller venger Suzuran et libérer Maizo de l'emprise de Sadasada. Ce qui veut dire, en gros, aller le défoncer pour qu'il paye pour ses crimes. En tant que survivante du Mimawaregumi, Nobume va les accompagner pour accomplir sa mission. Ensemble, ils vont prendre d'assaut le château pour le juger. Arrivant jusqu'à lui, leur élan va subitement se faire stopper par l'arrivée du Tenchoin Nadaku. Vous vous en souvenez? C'est le groupe d'assassins sous les ordres du gouvernement dont Nobume faisait partie et qui est l'origine du meurtre de la famille d'Isaburo. Avec leur intervention, la tendance va vite s'inverser et le groupe va finir en grand danger. Sauf qu'avant qu'ils ne soient anéantis, le Shinsengumi et le Mimawaregumi vont intervenir pour les sauver. Shigeshige, le shogun actuel, a demandé à toutes les forces de police de lui prêter main forte pour chasser Sadasada, qu'il considère comme étant un traître à la nation. C'est ainsi que réapparaît à nouveau Isaburo, qui, ayant survécu à ses blessures, va rembourser sa dette pour avoir protégé Nobume en soignant Gintoki. Il l'assiste ensuite pour que lui, Tsukuyo et sa seconde aillent rendre son compte à l'ancien shogun. Malheureusement, le Tendoshu, ceux qui manipulent le gouvernement dans l'ombre, vont arriver pour régler la situation. Ils mettent sous leur protection Sadasada, puis suggèrent à Shigeshige de leur laisser faire le reste. Sauf que pour protéger les Yorozuya, le shogun décide d'abdiquer de son trône en assumant la responsabilité de ne pas avoir pu arrêter son oncle. Ainsi, ce dernier va être jugé pour ses crimes. Quelques jours plus tard, Kondo et Shijikata rendent visite à Isaburo à l'hôpital. Les récents événements font que Nobunobu, le représentant du clan Hitotsubashi, est désormais en tête pour devenir le prochain shogun. Tous les événements qui se sont déroulés semblent être dans leur intérêt, ce qui paraît étrange. Sauf que Sasaki, même s'il en a profité, c'est sûr, n'aurait jamais pu prévoir que la balance politique serait bouleversée à cause de personnes voulant remplir une vieille promesse. Il semble d'ailleurs aussi dire que les actions téméraires qu'a entrepris Nobume tout au long de cet arc sont dues à la mauvaise influence de Gintoki. Dans tous les cas, Isaburo fait part aux membres du Shinsengumi que Nobunobu aspire à créer une nation capable de rivaliser avec les autres, mais que lui ne compte pas prendre part à ce qu'il considère comme étant une chimère inaccessible. Il a un projet bien plus gros en tête. Lequel? On ne sait pas encore, mais on sait à qui il s'est allié pour le réaliser. Takasugi. Et justement, c'est lui qu'on va voir en action juste après en le voyant tuer Sadasada. Ainsi,
il déclare la guerre au Tendoshu. Obolo arrivant sur les lieux du crime, Nobume va l'intercepter et lui signaler qu'il était déjà trop tard. Elle lui dit que si Isabulo veut prendre part à la cause de Takasugi, elle le suivra dans cette entreprise. Après cette rencontre, elle va continuer à servir de garde pour Soyo, puis aidera Maizo à sortir du palais pour qu'il aille remplir sa promesse malgré l'interdiction d'Isabulo. C'est sur son accomplissement que se termine cet arc. Avant de passer à la prochaine partie importante pour le développement des deux personnages, revenons un peu sur ce qu'on vient de voir. Niveau développement, côté Isabulo, ça a été plutôt léger. Tout ce qui est bon à retenir, c'est que ses actions n'étaient pas motivées par une quelconque loyauté envers Shigeshige, mais étaient plutôt dans l'optique de renforcer la position du clan Hitotsubashi. Mais contrairement à l'arc Balagaki, cette fois, il n'a pas été celui qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est lui-même qui le dit. Il n'aurait pas pu prévoir qu'une promesse faite entre deux individus il y a des décennies pourrait provoquer la chute de Sadasada. Et concernant les agissements de Nobume aux côtés du groupe de Gintoki, même si elle a respecté la mission qu'il lui avait donnée, c'est dur de savoir à quel point elle avait prévu ce qui allait arriver. Je pense pas qu'il y ait tant de choses à dire en plus sur lui, à part le fait que ces événements ont servi son but initial, celui de faire tomber Sadasada. Par contre, concernant Nobume, c'est différent. À part son envie de tout régler par le meurtre, on ne savait finalement pas grand chose d'autre sur sa personnalité. Cet arc nous a permis d'un peu mieux la connaître. Première chose étonnante, c'est qu'on s'aperçoit vite qu'elle s'entend bien avec tout le monde. Elle est le genre de personne à suivre les délires de Gintoki ou Kagura et avoir les mêmes réactions. C'est plutôt surprenant vu ce qu'on avait vu d'elle jusqu'à maintenant. En fait, Nobume suit ses envies sans trop penser aux conséquences ou aux mœurs. C'est pas quelqu'un de mauvais. Certes, la mission qu'on lui a confiée consistait à arrêter Sadasada pour l'assassinat des hauts fonctionnaires du Bakufu. Mais c'est pas non plus un pantin sans penser. Cette ère s'étant construite sur les larmes des femmes, elle trouve aussi un intérêt à chasser l'ancien shogun. Même si elle aide le groupe de Gintoki dans l'intérêt des Hitotsubashi, il n'empêche qu'elle possède aussi sa fierté et soutient leur cause. Y a fort à parier que si elle a pris autant de risques, c'est pas plus pour honorer sa mission confiée par son supérieur que pour venger le sacrifice de Suzuran et Maizo. La preuve, elle va aider ce dernier à accomplir sa promesse malgré son interdiction de sortir ordonnée par Isabulo. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard que la seule personne avec qui elle semble bien s'entendre en dehors du groupe de Gintoki soit Soyo. Même si elle n'y joue aucun rôle et qu'elle fait techniquement partie du clan opposé, c'est la seule autre femme au sein du gouvernement. Mais Nobume n'est de toute façon pas le genre de personne à s'entendre avec quelqu'un par intérêt. Si elle dort avec et passe son temps à veiller sur elle, c'est pas en vertu de sa position, c'est juste parce qu'elle en a envie. Malgré tout, son objectif principal reste le même, suivre Isabulo, et ce, peu importe où il se dirigera. Même en étant libre sur sa manière d'agir, il n'empêche que c'est le lien qu'elle a avec lui qui est le moteur qui l'a fait avancer. Maintenant que la porte pour la succession du shogun est libre, les choses vont commencer à bouger. Laissez-moi vous raconter la suite. Plusieurs arcs plus tard, pendant la bataille entre le clan Hitotsubashi, dirigé par Takasugi, et les alliés de Shigeshige, Nobunobu surgit en compagnie du Tendoshu et annonce qu'il est devenu le nouveau shogun. Lui qui devait lutter contre eux a finalement trahi ses alliés pour accéder au pouvoir. Refusant cette situation, Shigeshige décide de tout faire pour abolir le shogunat et établir un nouveau gouvernement. Il se replie alors chez l'empereur pour préparer son retour. Malheureusement, le clan Hitotsubashi a menacé l'un de ses serviteurs de tuer sa famille s'il n'assassinait pas son ancien seigneur. Shigeshige finit donc par mourir des mains de son ancien allié. Nobunobu est désormais officiellement devenu shogun. On pourrait se dire qu'Isabulo aurait lui aussi été traité comme un rebelle pour avoir suivi Takasugi. Mais non, il joue apparemment un double jeu, et n'était en vérité loyal qu'au clan Hitotsubashi. C'est pourquoi il va être nommé nouveau chef de la police. Tandis que Matsudaira et Kondo, pour ne pas avoir réussi à protéger le précédent shogun, vont être condamnés à mort. Le Shinsengumi, quant à lui, est démantelé. C'est au moment de l'arrestation de Kondo que Nobume refait son apparition. Gintoki étant présent à ce moment, elle lui conseille de ne pas répéter la même erreur. Mais laquelle? Petit point sur son passé. Dans son enfance, Gintoki errait sur les champs de bataille à la recherche de nourriture. C'est dans l'un de ceux-ci qu'il va faire la rencontre de Yoshida Shoyo, celui qui deviendra son maître. Pendant un long moment, il va suivre ses enseignements et trouver en lui une figure paternelle. Ils feront sur leur chemin la rencontre de Katsura et Takasugi, deux enfants qui deviendront aussi des disciples. Au moment des grandes purges ordonnées par le gouvernement, tous les enseignants itinérants dont Shoyo faisait partie vont se faire capturer par crainte que leur groupe se rebelle. Gintoki, Takasugi et Katsura vont alors prendre les armes pour le ramener. Mais n'étant pas assez forts, ils finiront par se faire capturer.
Le Tendoshu offrira à ce moment un choix à Gintoki. Soit tuer son maître pour protéger Takasugi et Katsura, soit faire l'inverse. Respectant la promesse qu'il avait faite à Shoyo de protéger ses disciples, il choisira de le tuer. C'est ça l'erreur qu'il a faite. Se rebeller contre le gouvernement pour protéger ce qui lui tenait le plus à cœur, et échouer. C'est exactement ça qui est en train de se reproduire avec le Shinsengumi. Kondo est similaire à Shoyo. Il est le moteur qui peut mener à la perte d'énormément de personnes qu'il souhaite pourtant protéger. Nobume étant aussi une disciple du même maître, elle connaît la situation de Gintoki. C'est pourquoi elle va lui donner ce conseil. Le Shinsengumi ne se rebellera donc pas. Cependant, un événement va changer la donne. Accompagné par Isaburo, Nobunobu, voulant étaler son pouvoir et narguer ses adversaires, va se rendre au cabaret dans lequel Otae travaille et y commettre différentes exactions à côté de Gintoki. Encore une fois, mauvaise idée. Il va se prendre une belle mandale et se faire assommer, ce qui provoquera son arrestation immédiate. Mais coup du destin, Katsura va le libérer et se faire prendre à sa place. Leurs chefs respectifs s'étant fait capturer, le Shinsengumi et le Joshishi vont s'allier pour aller les sauver. C'est ainsi que va débuter l'arc le plus important pour Isaburo et Nobume. Ça y est, dans cet arc, Isaburo est enfin devenu commissaire de police. Il en a fini avec l'ancien gouvernement et se tient dans les plus hautes sphères du nouveau. Les figures de l'ancienne ère tombent les unes après les autres et en inaugurent une nouvelle. Il va se tenir sur son piédestal, composé des cadavres de ses anciens ennemis comme alliés. On pourrait alors croire que ça s'arrêterait ici pour lui, mais ce serait mal le connaître. Il ne semble en tout cas pas très disposé à se tenir dessus. Isaburo sait très bien que Kondo et Katsura vont servir d'appât pour attirer les rebelles. Il se tient donc prêt à tous les éliminer. On a désormais tous les éléments nécessaires en main pour pouvoir comprendre la suite. Je m'attarde pas trop sur ce qu'on vient de voir, mais vous inquiétez pas, c'est pas là pour rien. On va en parler juste après. Allez, allons-y. Sur l'île Kokujo, l'endroit où elles sont détenues, Katsura, Kondo et Matsudaira parviennent à s'échapper de leur cellule. Mais sans assistance extérieure, il est impossible pour eux de s'enfuir de celle-ci. À cause de cette évasion, le Mimamori-gumi est dépêché sur place pour capturer les fugitifs. En plus de ça, ils savent que les rebelles arrivent pour libérer leur chef. Ils sont donc attendus de pied ferme par la police et le Naraku. Isaburo compte éliminer le Shinsengumi, mais aussi quelque chose de bien plus grand. Cependant, il n'avait pas prévu que le Naraku soit de la partie. Il a donc décidé d'avancer son plan. Nobume s'occupera des rebelles, tandis que Sasaki va s'occuper des fugitifs. Venu à leur rescousse, Hijikata arrive jusqu'à ces derniers. Un combat s'ensuit alors entre lui et Isaburo. C'est pendant cette bataille qu'on apprend son passé, que je vous ai raconté dans la première partie. Ce fameux moment où il a tout perdu à cause de cette ère et de sa propre faiblesse. Son but avait été à partir de là d'y mettre fin. Mais ce qui nous était inconnu, c'était la manière par laquelle il allait procéder pour le faire. Et c'est maintenant qu'on comprend tout ça. S'il a fait un peu partout des démonstrations d'abus de pouvoir en compagnie de Nobunobu et qu'il a persécuté les opposants du gouvernement, c'est pour faire de lui le symbole de la cruauté du nouveau shogunat et monter le peuple contre lui. S'il arrêtait Kondo et démantelait le Shinsengumi, c'était pour les pousser à se révolter. S'il a incarcéré Katsura dans la même prison que lui, c'était pour que tous les rebelles se regroupent au même endroit. Si Nobume a parlé de l'échec de Gintoki par rapport à Shoyo, c'est pour lui rappeler que la situation avec le Shinsengumi est similaire, mais qu'il a cette fois la possibilité de ne pas la répéter. Contrairement à la situation passée, les deux choses à protéger peuvent ici encore être sauvées. Elle l'incite en fait à les aider. Et oui, Isaburo, dans le but d'anéantir le gouvernement, a en fait soufflé sur les braises de la révolte. Cependant, le Tennoju s'en est vite aperçu, et le Naraku a été dépêché sur place pour les éteindre. Mais peu importe, Sasaki envoie toute la puissance qu'il détient sur cette île afin de la confronter à la secte et aux rebelles. Ainsi, il cherche à anéantir toutes les forces présentes. Alliés, ennemis, comme lui-même. Il se suicidera et entraînera le pays avec lui. Il y a cependant une personne qui, malgré la mission qu'on lui a donnée il y a fort longtemps, ne semble pas s'en réjouir. Nobume. Elle a été élevée et a toujours vécu en étant sous les ordres de quelqu'un. Mais après avoir rencontré Shoyo, elle a commencé à se dire qu'elle pourrait aussi vivre comme lui, en étant libre et en essayant de combattre ses propres faiblesses. C'est pourquoi elle n'a pas pu tuer Isaburo. Cependant, ce dernier lui a ensuite ordonné de faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire tuer sous ses ordres. Et quand le temps viendra, le tuer lui aussi. Nobume a continué à vivre de cette façon jusqu'à cette bataille, mais Kagura l'a stoppée avant qu'elle aille trop loin. Lui faisant comprendre qu'elle n'a plus à se mentir à elle-même,
Elle l'invite à choisir ce qu'elle a vraiment envie de faire. Ses paroles vont beaucoup l'affecter. Suite à celle-ci, elle décidera de devenir libre. Elle ne compte plus obéir à qui que ce soit. Si elle doit tuer quelqu'un, ce sera de sa propre volonté. C'est ainsi qu'elle expiera ses péchés. C'est pourquoi elle trahit l'ordre d'Isaburo et choisit de ne pas le tuer comme il le voulait. À la place, elle ordonne à Mimawari-gumi de procéder à l'évacuation des troupes, tandis que de son côté, elle va lutter aux côtés des rebelles contre son ancien chef, Utsuro. Elle s'est rendue compte que même toutes les troupes présentes sur place n'étaient pas assez puissantes pour renverser le pays ou le Tendoshu, mais elle ne quittera pas cette île sans Isaburo. Après avoir échappé de peu à la mort face à Utsuro, qui, on découvrira, est un alter ego de Shoyo, elle se dirigera vers lui en compagnie des rebelles. Pendant ce temps, Sasaki se fait sauver par Kondo, qui lui demande en retour de l'aider. Il n'a pas quitté cette île parce qu'il ne peut pas abandonner des hommes blessés derrière lui, qu'ils soient du Shinsengumi comme du Mimawari-gumi. S'il le faisait, le Kondo Isao à qui ces hommes ont risqué leur vie mourrait. Il ne sert pas ses idéaux, mais les leurs. C'est ses yeux qui ont à l'époque incité Isaburo à devenir un samouraï. Ces mêmes yeux qui l'ont fait devenir un cadavre qui n'avait plus rien à protéger et qui l'a poussé à tout vouloir détruire. Mais s'il n'a plus rien à perdre, vers où se dirigeait-il? Kondo lui fera réaliser qu'au moment où il parlait, Isaburo avait les yeux d'un père. En réalité, la seule chose qu'il voulait faire actuellement, c'était de retrouver et protéger Nobume. Comment aurait-il pu l'admettre? Celle qui est à l'origine de la mort de sa famille et qu'il a gardée auprès de lui pour assouvir sa vengeance a, depuis ce jour, toujours été la seule personne à rester auprès de lui. Même en ayant voulu complètement faire table rase de son passé, il y a une seule chose qu'il n'a jamais pu supprimer, ce nom qu'il avait voulu donner à sa fille, Nobume. Même s'il a prétendu qu'il n'y avait aucune raison apparente pour la nommer ainsi, au fond de lui, il savait que ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Lui donner un autre nom n'avait en fait pas pour but de le rendre moins effrayant que Mukuro, signifiant cadavre en japonais. Il était là pour souligner l'importance qu'elle avait pris pour lui. Une importance telle qu'il en a donné le nom de sa fille qu'il n'a jamais pu voir. Même après avoir tout perdu, il lui restait finalement encore quelque chose à protéger. De base, il n'avait pas prévu de rester en vie. Mais sachant que Nobume ne s'était pas enfuie, il savait qu'elle allait venir vers lui. Il lui fallait trouver un moyen pour qu'elle puisse échapper saine et sauve. C'est pourquoi il va accepter d'aider Kondo. Finalement, malgré s'être battu de toutes les manières possibles et imaginables, Isaburo n'a rien pu changer. Et il a encore fini par parier sur le regard du même homme, celui d'un samouraï. Étant tous les deux encerclés par le Naraku, Isaburo va leur faire croire qu'il a tué Kondo pour qu'il puisse s'en sortir, puis va ordonner à ses hommes de prêter main forte au Shinsengumi. Il se fera ensuite gravement blessé par ses ennemis. C'est à ce moment que les deux groupes se rejoignent et que Nobume retrouve Isaburo en très mauvais point. Protégés par différents personnages, les deux vont se diriger vers le vaisseau venu les chercher. Nobume interdit à Isaburo de mourir. S'il meurt, elle ne pourrait plus remplir sa promesse de le tuer elle-même. C'est ce qui lui a permis de vivre jusqu'à maintenant. Mais il lui répond qu'il a oublié cette promesse il y a bien longtemps, et qu'il n'avait de toute façon personne sur qui se venger. Parce que ce n'était pas elle qui avait tué sa famille. Le jour de l'assassinat, il y avait des traces de sang qui laissaient penser que quelqu'un s'était échappé. Les gardes étant morts sans avoir pu lutter, ce sang ne pouvait donc venir que d'un assaillant. Mais qui a bien pu le blesser? Il n'y avait qu'une seule personne qui en était capable. Mukuro. Le fait que Nobume a essayé de protéger la famille des Saburo a toujours été une possibilité qu'il avait envisagée. Mais même en la sachant, il l'a quand même considéré comme un ennemi et l'a utilisé pour assouvir sa vengeance. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait quelqu'un sur qui rediriger sa haine, même si elle n'était pas justifiée, pour pouvoir trouver une raison de vivre. Mais c'est pas que pour ça. Il voulait surtout avoir quelqu'un à ses côtés, même si c'était un ennemi. C'est pourquoi il ne pense pas mériter qu'elle le protège au péril de sa vie. Mais Nobume était pareil. Même si elle était considérée comme un ennemi, elle ne voulait pas qu'on l'abandonne et qu'elle soit livrée à elle-même. C'était une raison suffisante pour rester ensemble. Même s'ils ont de nouvelles fois tout perdu, cette fois, le nom qu'Isaburo lui a donné ne disparaîtra pas. Ima et Nobume sera toujours à ses côtés. Tant qu'ils ne fermeront pas les yeux sur ce qui les entoure, ils ne seront plus jamais seuls. Arrivant au dernier moment au point de retrait, le vaisseau va s'envoler pour éviter la destruction totale. Étant encore sur le pont, des membres du Naraku toujours en vie vont attaquer Nobume, Tetsunosuke et Isaburo. Ce dernier va alors se sacrifier pour les protéger. Pendant longtemps, il a cherché quel nom donner à sa fille. Mais voulant lui donner trop de sens, il a beaucoup hésité. Finalement, il en est parvenu à une conclusion.
Ce sera la fille d'une élite. Il n'a donc pas à s'inquiéter pour son futur. Il lui fait confiance. Et il a eu raison de le faire. Elle est devenue quelqu'un avec beaucoup d'amis, qui s'entend bien avec les autres, qui est gentil mais aussi têtu. Son nom qu'il lui a donné souligne la confiance qu'il porte en elle pour gérer la suite. Une femme digne de confiance. En japonais, Nobume. Ce message qu'il n'a pas pu envoyer le jour où il a perdu sa famille a enfin pu être transmis. C'est ainsi que se termine la vie d'un policier, d'un samouraï, mais surtout d'un père. Celle de Sasaki Isaburo. Une nouvelle aube s'est enfin levée. Le Shinsengumi et le Mimorigumi sont maintenant une seule et même force, le symbole de la rébellion. Nobume, quant à elle, fait le deuil de son père. Ses yeux vides d'assassin disparaissent et font place à des yeux pleins de vie, symbolisant son passage d'un assassin à celui d'un être libre. Les actions d'Isaburo n'ont pas été inutiles. Elles ont ouvert les portes d'une nouvelle époque. La rébellion ayant eu lieu a fortement ébranlé le nouveau gouvernement. Fou de colère à cause de sa trahison, Nobunobu a décidé de dissoudre toutes les forces de police pour les restructurer, ce qui ébranla la confiance des gens envers le Bakufu. Cette nouvelle ère ne faisait que commencer, mais sa fin semblait déjà proche. Peut-être qu'Isaburo est mort, mais il fait confiance à Nobume pour la suite des événements. Son rôle est désormais terminé, comme l'est aussi cet arc. Bon bah, c'était intense hein. C'est pas pour rien que je vous ai dit que c'était l'arc le plus important pour le développement des personnages. Je comprends que ça a été dense et complexe, donc j'espère que vous avez réussi à comprendre tout le déroulé des événements. Dans tous les cas, on va revenir dessus pour en être sûr. Alors, commençons par revenir un peu sur les motivations d'Isaburo. Pour bien les comprendre, il faut déjà prendre conscience de qui sont ses ennemis. Ça se résume en 3 mots. Tout le monde. Les Hitotsubashi, le Tendoshu, le Naraku, le Shinsengumi, ses propres hommes. Toutes ces personnes constituent une seule et même entité, l'ère dans laquelle ils vivent, cette ère qui est à l'origine de la mort de sa famille. C'est parce qu'il souhaite y mettre fin qu'il a mis au point une confrontation totale entre toutes ses forces. Il va anéantir tout ce qui la symbolise pour qu'une nouvelle naisse. Mais faut pas oublier que le plus grand de ses ennemis, c'est lui-même, lui qui n'a pas pu protéger sa famille. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de revenir en vie de ce conflit. Mais quand elle apprendra que Nobume a désobéi à ses ordres et qu'elle ne semble pas vouloir quitter le champ de bataille, ses ordres de priorité vont changer. Au bord de la mort, il s'est enfin rendu compte de ce qui était le plus important pour lui. Celle qu'il a, avec le temps, commencé à considérer comme sa fille. Sa vengeance et son envie de mourir sont ainsi passées au second plan. La survie de Nobume était devenue sa priorité. Constatant l'écrasante force qui s'oppose à lui, il a donc décidé d'à nouveau aider Kondo pour maximiser les chances qu'elle s'en sorte. Dans la première partie de cette vidéo, je vous avais déjà parlé du rapport qu'il avait avec le Shinsengumi. Il leur témoignait du respect pour leur manière de se comporter comme des samouraïs, mais avait aussi envie de ne pas perdre contre eux. Il n'a jamais cherché à les protéger, mais plutôt à les surpasser. Et cet arc nous montre qu'il n'a pas changé sur ce point. En tuant Kondo, même si sa mort était simulée, il a enfin pu gagner. Donc, que ce soit dans le passé où il les a sauvés d'une mort certaine, dans l'arc Balagaki où il s'assurait qu'il soit prêt à protéger Tetsunosuke, ou dans celui-ci où il aura momentanément tué leur capitaine, il sera toujours parvenu à ne pas perdre face à eux. Il aura su jusqu'au bout rester à la hauteur de ceux qu'il considère comme de véritables samouraïs. Il est désormais temps de parler du plus important, c'est-à-dire de sa relation avec Nobume. La première chose que j'aimerais aborder, c'est peut-être le point le plus crucial pour comprendre la psychologie du personnage, quand on apprend que Nobume n'avait en réalité pas tué sa famille. Isaburo savait depuis le début que cette éventualité existait, alors pourquoi l'a-t-il délibérément ignoré? Je l'avais déjà vite fait expliquer, c'était pour se donner une raison de vivre. Son désespoir était si profond qu'il n'aurait pas survécu sans quelqu'un sur qui reporter sa haine. Il s'est alors menti à lui-même. C'est pas un hasard si Oboro a décrit Sasaki comme l'héritier des idéaux de Takasugi. Les deux sont similaires sur certains points. D'abord, les deux ont perdu ce qui leur comptait le plus à cause de cette ère, et ont alors décidé de la détruire. Mais c'est pas ça le point le plus important. Tout le message de Takasugi repose sur son incapacité à ne pas pouvoir aller de l'avant après avoir perdu Shoyo. Il lui fallait quelqu'un sur qui reporter sa haine, ce qu'il fera sur celui qui a tué son maître pour le protéger, Gintoki. Même si les raisons sont un peu différentes pour Isaburo, le résultat est similaire. Après avoir perdu ce qui comptait le plus pour lui, il lui fallait aussi une personne sur qui reporter sa haine. Sans quoi, il n'aurait eu aucune motivation pour continuer à vivre.
Mais c'est là qu'une différence opère. Là où Takasugi est resté enfermé dans son cycle de vengeance, Isaburo, lui, a réussi à surmonter sa haine grâce à la relation qu'il a construite avec Nobume. Une relation qui dépasse le lien du sang et qui incarne l'un des thèmes les plus importants de Gintama, celui de la famille. Ce qui a sauvé son âme, c'est le lien qu'il a construit avec elle, une relation père-fille. Le parallèle avec Tetsunosuke est tout trouvé. Tandis que ce dernier a trouvé sa famille dans le Shinsengumi, Isaburo a trouvé la sienne avec Nobume. Ça nous montre que ce genre de lien n'est pas forcément défini par le sang, mais aussi et surtout par ceux qu'on choisit de créer. Retenez bien ce point, on va y revenir juste après. Avant ça, il faut quand même qu'on parle de Nobume. Cet arc est aussi un tournant majeur pour elle. Pour bien saisir l'importance de son évolution, va falloir analyser son passé et comprendre sa mentalité. Voyons ça de plus près. Nobume a été élevé comme une arme par le Naraku. Étant conditionné pour tuer sans remords, on l'a dès son plus jeune âge privé de sa liberté et de son libre arbitre. Sa vie a été définie par les ordres qu'elle recevait. Elle n'a donc jamais eu la possibilité de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment faire. Cependant, sa rencontre avec Shoyo va tout changer. En lui montrant qu'elle pouvait vivre autrement que comme un outil de destruction, il a éveillé en elle une conscience humaine, ce qui va par la suite la pousser à vouloir protéger la famille d'Isaburo. Malheureusement, cette tentative se soldera par un échec. Pour se racheter, elle choisira donc d'obéir aux ordres de celui qu'elle devra un jour tuer. Au final, elle est restée prisonnière de son passé et de son rôle d'assassin. Elle n'a pas encore trouvé de raison de vivre en dehors des ordres qu'on lui donne. Mais contrairement au Naraku qui ne l'a traité que comme un outil, Isaburo, en lui donnant un nom et en la traitant comme sa fille, va lui offrir une chance de se reconstruire. Et comme on l'a vu dans la précédente partie, c'est ce qu'elle va faire. Mais c'est justement aussi pourquoi elle va être de plus en plus tiraillée par les ordres qu'elle doit suivre. Il y a d'un côté la Nobume qui veut se racheter en obéissant à l'ordre d'Isaburo de le tuer, et l'autre Nobume qui ne veut pas le faire parce qu'il est la seule personne qui compte pour elle. C'est pourquoi l'intervention de Kagura va être d'une importance cruciale pour elle. J'avoue, elle est très rapide. On pourrait s'attendre à ce que ce soit pas si important, mais je peux vous assurer que c'est pas le cas. Il y avait quelque chose qui me turlupinait. Une des phrases qu'elle a prononcées. J'étais comme toi avant. Et c'est en réfléchissant dessus que je me suis rendu compte que ces deux personnages partageaient beaucoup plus de parallèles que ce que je pensais, et que c'était pour cette raison que son intervention a eu autant d'impact sur elle. Laissez-moi vous les expliquer. Kagura et Nobume partagent une lutte intérieure contre leur propre nature. L'une doit constamment faire face à son sang de Yato, qui la pousse à la violence, tandis que l'autre doit surmonter son conditionnement en tant qu'assassin du Naraku. Elles aspirent toutes les deux à une forme de liberté, Kagura en choisissant ses propres combats et en protégeant ceux qu'elle aime, et Nobume en essayant de trouver un but en dehors des ordres qu'on lui donne. Toutes les deux doivent apprendre à accepter qui elles sont, tout en choisissant de ne pas être définies par leur passé. Si Kagura a pu le faire, c'est grâce à la famille qu'elle a trouvée en Gintoki et Shinpachi, des personnes qui l'ont acceptée telle qu'elle est, et qui lui ont fait un foyer. Et Nobume n'est pas si différente sur ce point. Elle aussi a trouvé une personne qui l'accepte malgré son passé violent, celle qui est devenue sa seule famille, Isaburo. La seule chose qui diffère, je vous l'avais dit, c'est qu'elle est enchaînée à la promesse qu'il lui a faite le jour de cet accident. Pour l'accomplir malgré l'affection qu'elle lui porte, elle est obligée de se mentir à elle-même. Mais en disant qu'elles sont similaires et qu'elle avait la possibilité de vivre comme bon lui semblait, Kagura a offert à Nobume une perspective d'espoir, celle de se libérer de ses chaînes et de trouver une nouvelle raison de vivre. Elle a donc vu en Kagura le résultat de ce qu'elle pourrait être en arrêtant de se mentir, et a enfin compris qu'elle pouvait vivre pour elle-même, protéger ce qu'elle aime et trouver sa propre voie. C'est pourquoi elle s'est décidée à agir selon ses propres désirs, plutôt que sur les ordres d'autrui. Mais le parallèle ne s'arrête pas là. Ce message que Kagura lui a transmis n'est pas sans rappeler quelque chose. Il fait référence à leur désir commun de vivre comme Shoyo l'aurait voulu, en étant libre, en protégeant ce qu'elles aiment, et en trouvant un sens à leur existence au-delà de la violence. Pour Nobume qui a pendant un court moment été son disciple, ça rappelle de ce à quoi elle aspirait. Tandis que pour Kagura, c'est via l'influence de Gintoki qu'elle l'a appris et qu'elle a donc pu le retransmettre. Et justement, parlons-en un peu de Gintoki. Vous trouvez pas qu'il possède lui aussi des points communs avec Nobume? Non? Et pourtant, les deux ont échoué à protéger ce qu'ils voulaient. Gintoki voulait protéger Shoyo, mais a dû le tuer pour sauver ses camarades, tandis que Nobume voulait protéger la famille d'Isaburo, mais aussi sans succès. Les deux ont été influencés par la même personne, Shoyo. Il a donné à l'un le sens du devoir, et à l'autre une conscience humaine. Mais c'est aussi lui qui est à l'origine de leur échec respectif.
De leur expérience, on est la même chose. La culpabilité. Les deux vont y réagir différemment. Gintoki va pendant un moment sombrer dans le désespoir, mais finira par se reconstruire grâce au lien qu'il va créer avec les Yorozuya. Tandis que Nobume reviendra à son ancien statut en se soumettant aux ordres d'Isaburo. Mais grâce à l'intervention de Kagura, ou je devrais plutôt dire, au rappel des enseignements de Shoyo, Nobume parviendra à se relever. C'est après qu'ils aient tous les deux réussi à le faire qu'ils vont chercher à se racheter. Leur échec va les amener à une quête de rédemption. Gintoki utilisera son passé comme une motivation pour protéger ceux qui lui sont chers, et Nobume cherchera à expier ses péchés en protégeant Isaburo, tout en luttant pour créer une nouvelle ère. C'est là un grand message que nous offre ce personnage. Il nous dit que ce ne sont pas les échecs qui définissent une personne, mais la manière dont on y réagit. Nobume, en se battant pour devenir une meilleure version d'elle-même, nous montre que même après avoir échoué à protéger ce qu'on voulait, il est possible de se relever et de continuer à avancer. Mais on nous fait aussi comprendre que c'est avant tout les liens qui permettent de sauver un individu. Gintoki, Kagura, Nobume ou Isaburo ont ça en commun d'avoir été sauvés par les relations qu'ils ont créées. Des liens qui nous montrent, encore une fois, qu'il n'y a pas besoin d'être lié par le sang pour former une famille. Maintenant qu'on a bien compris le personnage, son développement et celui d'Isaburo peuvent enfin se rejoindre. L'évolution de Nobume est étroitement liée à la sienne. Les deux ont été en proie à la solitude, mais ont finalement su trouver leur place en étant ensemble. Ils sont aussi passés d'une errance qui ne pouvait être que nocive, à une quête de protection et de rédemption. L'histoire d'Isaburo est, certes, marquée par la perte et la souffrance, mais elle nous montre aussi qu'il est toujours possible de se reconstruire et trouver une raison de vivre. Son sacrifice a beau être triste, les messages transmis à travers son acte sont eux pleins d'espoir. En protégeant Tetsunosuke, il s'est repenti des actes odieux qu'il a réalisés sur lui, et en protégeant Nobume, il est passé d'un homme obsédé par la vengeance à un père prêt à tout pour sauver sa fille. Il s'est libéré des fantômes de son passé pour se consacrer à l'avenir. Un avenir qu'il a lui-même protégé de ses mains, puis confié à celle en qui il avait le plus confiance. Nobume, en ayant choisi de protéger Isaburo et de vivre librement, est devenue l'héritière de ses idéaux. Elle incarne l'espoir d'une nouvelle ère, où les liens humains transcenderont les conflits et les haines du passé. À travers elle, l'héritage d'Isaburo survivra. Trois mois se sont écoulés depuis la fin de la bataille de Kokujo. Les forces rebelles sont parties d'Edo, le temps de préparer une force d'opposition assez grande pour faire face au gouvernement. Nobume n'est pas parti avec eux. Il lui reste des choses à faire en tant qu'héritière des idéaux d'Isaburo et disciple d'Oshoyo. Elle doit protéger ce pays du Tendoshu pour qu'une nouvelle ère puisse commencer. Le principal danger n'est pas plus la secte qu'une autre personne, Utsuro. Pour pouvoir le combattre, la force des disciples d'Oshoyo est nécessaire. C'est pourquoi elle leur demandera d'aller aider Takasugi. Elle leur explique ensuite la véritable identité de leur adversaire. Pour comprendre la suite, je vais aussi devoir vous l'expliquer brièvement. Dans le monde de Gintama existe une source d'énergie spéciale, l'Altana. Elle puise ses origines dans les planètes mêmes, comme une sorte de source vitale. Très rarement, un être issu de cette énergie est créé. Il a alors la particularité d'être immortel. C'est justement ce qu'est Utsuro, une créature née de l'Altana de la Terre. Pendant plusieurs centaines d'années, il a été traité comme un monstre et a subi toutes les formes de souffrance possibles. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à développer plusieurs personnalités pour pouvoir endurer cet enfer. Des personnalités qui n'ont apporté que la mort pendant plus de 500 ans. Il y en a cependant une qui a su résister à toutes les autres pour essayer de changer. Celle qu'on connaît sous le nom de Yoshida Shoyo. Malheureusement, une autre de ces personnalités aura su le vaincre. Celle qui voulait mettre un terme à sa propre existence, Utsuro. Pour pouvoir accomplir son objectif, il n'existe qu'une seule solution. Il faut qu'il détruise ce qui le rend immortel, la Terre. Il est donc en quête de la force nécessaire pour le faire. Pour sauver leur planète de la destruction, il va falloir trouver un moyen de le stopper. C'est pourquoi Gintoki accepte la requête de Nobume d'aller sauver Takasugi. De son côté, elle restera sur Terre pour stopper les forces de Nobunobu. Dans l'arc suivant, le groupe de Gintoki réussit à secourir Takasugi, mais Utsuro a au même moment mis en place son plan de destruction de la Terre. Dans l'ombre, il a fait exploser l'Altana de certaines planètes pour que l'univers se rebelle contre le Tendoshu. La Terre étant contrôlée par cette organisation, il sait que cette armée de libération de l'Altana se dirigera vers cette planète. Il n'aura plus qu'à leur faire croire que les Terriens se rebellent contre eux. Et ainsi, il espère qu'ils éradiquent la Terre. De retour chez eux,
Les Yorozuya vont donc devoir battre Utsuro avant qu'il provoque la mobilisation de l'armée. Venu leur prêter main forte, c'est à ce moment que Nobume va revenir sur le devant de la scène. Elle a repéré l'emplacement de leur ennemi et les guide vers lui. Prenant part avec eux à la bataille, elle et le groupe finissent par comprendre qu'il leur est pour le moment impossible de vaincre l'armée immortelle créée par le sang d'Utsuro. Et de toute façon, c'est trop tard. En tuant l'armée de libération présente sur place, il a déclenché les hostilités. La Terre va se faire détruire. Devant fuir pour éviter une mort certaine, Nobume protège Gintoki au péril de sa vie, mais s'en sortira vivante. Elle l'a fait parce qu'il le considère comme l'un des atouts permettant de gagner cette guerre. Gintoki ne l'abandonnera pas à son sort. Elle aussi est une pièce maîtresse indispensable à la victoire. Elle doit de plus continuer à vivre pour la mémoire d'Isaburo. Nobume souhaite protéger ceux en qui ce dernier a placé tous ses espoirs, les samouraïs, mais ignore comment y parvenir. La menace est bien trop immense pour pouvoir lutter seul. En plus de ça, la capture de Nobunobu a entraîné la chute du Bakufu. Il n'y a donc personne pour soutenir le peuple. Mais même sans gouvernement, il existe encore des gens qui se battent pour ce pays. Les ninjas, les habitants d'Edo et les forces d'opposition au gouvernement vont faire leur entrée pour se défendre face aux envahisseurs. Une bataille totale s'engage alors entre eux et l'armée de libération de l'Altana. Nobume, étant gravement blessé, se replie dans le château aux côtés d'Osoyo. Cette dernière est comme elle. Tant qu'il existe des personnes pour la défendre, elle ne peut pas se résigner à fuir la terre. En tant que petite sœur de Shigeshige, elle se doit de combattre à leur côté. Nobume possède un fort sentiment de culpabilité envers elle. Après tout, c'est la faction des Hitotsubashi dont elle faisait partie qui est à l'origine de la mort de son frère. Elle ne pense pas mériter sa place à ses côtés. Mais Soyo la pardonne. Toutes les deux sont similaires. Elles ont chacune perdu la personne qui leur apportait le plus et sont devenues à nouveau seules. C'est une raison suffisante pour que les deux restent ensemble. Quelque temps plus tard, la menace de l'armée de libération s'est fait éliminer. Cependant, une autre plus grande fait son apparition. À cause d'Utsuro, l'Altana a commencé à s'échapper des entrailles de la Terre. La planète risque donc d'exploser à chaque instant. Sadaharu, le chien des Yorozuya possédant le pouvoir de calmer l'Altana, prête main forte à Ane et Mone, les Miko pouvant utiliser ce même pouvoir. Utsuro ne compte cependant pas les laisser faire. C'est pourquoi Nobume compte attirer le Naraku pour les éloigner d'eux et de Soyo. Arrivant en renfort, Umibozu va la sauver. Elle l'emmène alors jusque Yorozuya, puis soignera ensuite les deux Miko gravement blessés. Plus tard, pendant le combat final contre Utsuro, Nobume l'affronte brièvement aux côtés des alliés. Une brève conversation s'ensuit alors entre elle et lui. Utsuro considère les humains comme des créatures lâches, brutales et stupides. C'est pourquoi il veut les anéantir. Nobume est d'accord sur ces points, mais lui répond que les humains ne sont pas que ça. Ils sont aussi des créatures qui combattent leurs propres faiblesses. Ça doit vous rappeler quelque chose. C'est ce que Shoyo lui avait enseigné. En fait, ce qu'Utsuro est en train de combattre, c'est l'héritage de son alter ego dont Nobume fait partie. Grâce aux efforts de tous les alliés, leur ennemi finira par mourir en tombant dans un puits d'Altana. La guerre est désormais terminée. Deux ans vont ensuite s'écouler. Malgré que la menace de Tsulu a été stoppée, le pays n'a pas encore échappé à la destruction. La nation est affaiblie, et ne peut que subir la pression que les autres pays exercent sur elle. De plus, les anciens fonctionnaires du gouvernement sont prêts à s'emparer du Bakufu dès qu'une faille se présentera. Bien que le système gouvernemental ait changé, Soyo occupe toujours une grande place dans celui-ci. Elle souhaite changer les anciennes coutumes du pays, à commencer par modifier la place des femmes dans la société. Comme on l'a vu dans l'arc courtisane de la nation, elles ont pendant trop longtemps été opprimées en bas de l'échelle. Soyo veut créer une ère où les gens peuvent vivre librement et s'épanouir sans disparité des sexes. Nobume, en tant que première directrice de police, se tient à ses côtés pour consolider les bases de cette nouvelle société et protège Soyo de ses ennemis politiques. Alors qu'elle s'est battue en tant qu'héritière de Shoyo pendant la guerre, elle se bat désormais en tant qu'héritière d'Isaburo pour instaurer une nouvelle ère. Ça pourrait faire une belle conclusion, mais Gintama n'est pas encore terminé. Je vous avais bien dit qu'Utsuro ne pouvait pas mourir tant que la Terre n'était pas détruite, non? Eh bien en effet, il n'est pas mort. Il s'est réincarné à travers l'une des sources d'Altana de la Terre, et s'est fait capturer par des membres du Naraku. Les survivants du Tendoshu ont créé une secte en faisant convoiter à leurs fidèles un don d'immortalité grâce au sang d'Utsuro. C'est pourquoi ils ont besoin de son corps. Katsura, le principal rival de Soyo, est bien conscient de cette nouvelle menace. C'est pourquoi il est devenu Premier ministre. Il s'est constitué un énorme réseau d'informations qui permet d'apprendre et de préparer tout retour de leur ennemi,
tout en posant les fondations d'un nouveau gouvernement. Les réformes qu'il a entreprises étaient nécessaires afin de redresser le pays, mais en faisant table rase du passé, il a concentré toute l'animosité de l'opposition sur lui. Après avoir purifié le pays, il a simulé sa mort pour calmer la haine du peuple, puis a confié le nouveau gouvernement à la nouvelle génération, c'est-à-dire à Soyo Inobune. Avant sa fausse mort, il a utilisé son influence pour attirer la secte sur Terre en explosant le terminal, et ainsi préparer le terrain pour la bataille finale, celle qui permettra à Gintoki de cette fois-ci sauver Shoyo. Nobume prendra elle aussi part au conflit pour l'aider à accomplir son but. Aux côtés des membres du Shinsengumi et de la police qu'elle dirige, elle va assurer les arrières de Kondo, Sogo et Hijikata, puis aidera ensuite Gintoki à gagner du temps pour qu'il puisse revoir une dernière fois Shoyo. Les deux auront ainsi pu se retrouver brièvement, avant que ce dernier disparaisse pour envoyer le flux incontrôlable d'Altana au cœur de la planète. L'intrigue est désormais terminée. Grâce aux efforts de Soyo, la paix a pu revenir. Cette dernière a mené sa politique avec brio, pendant que Nobume était à ses côtés. Toutes les deux ont donc réussi à reconstruire une deuxième fois Edo après ces batailles. Mais elles n'étaient pas seules. Il y avait assurément à leur côté des personnes qui veillaient sur elles. Des personnes qui constituent le cœur de leur héritage. Voilà comment se termine l'histoire d'Imae Nobume. Finalement, est-ce qu'il y a tant de choses à dire sur cette partie? Je pense que le résumé se suffit plus ou moins à lui-même. Désormais libéré de son passé, Nobume nous a montré dans cet arc de quelle façon elle a décidé de vivre, en tant que disciple de Shoyo et en tant qu'héritière d'Isaburo. Pendant la première partie, elle s'est attelée à trouver un moyen de vaincre Utsuro pour à la fois protéger la Terre et à la fois accomplir son devoir de disciple. Ce devoir qui consiste en quoi? À préserver son idéal, celui où les êtres humains vivent librement et combattent leurs propres faiblesses. En plus de ça, elle a aussi essayé de protéger du mieux qu'elle pouvait ceux en qui Isaburo avait placé ses espoirs, les samouraïs, prolongeant ainsi son combat. Et c'est justement grâce à eux qu'Utsuro finira par être défait. En réussissant à battre l'antithèse de Shoyo, elle a respecté l'idéal de son maître. Une nouvelle ère a par la même occasion aussi pu commencer. La volonté d'Isaburo a donc également pu être remplie. Mais il fallait que quelqu'un puisse reconstruire cette ère en ne répétant pas les mêmes erreurs que la précédente. Sa compagnie auprès de Soyo prend donc tout son sens. Je vous arrête tout de suite. C'est pas par intérêt qu'elle s'est hissée en haut du pouvoir. C'est avant tout pour protéger Soyo. Comme on a pu le voir, les deux sont similaires. Elles ont toutes les deux perdu un être cher et cherchent à perpétuer leur volonté. La quête de rédemption de Nobume s'est achevée lorsqu'elle lui a pardonné son rôle dans la mort de son frère. Libérée de son sentiment de culpabilité et en voyant en Soyo une autre version d'elle-même, elle a par la suite décidé de se battre à ses côtés. La cause qu'elle défend est en plus de ça semblable à la sienne. Leur motivation est les résultats des obstacles qu'elles ont combattus dans les arcs précédents, la liberté de choisir son avenir et la place des femmes dans la société. Comme Isaburo l'avait souhaité, Nobume est donc, en compagnie de Soyo, devenu le symbole de cette nouvelle ère. Une ère où les liens humains transcendent les conflits et les haines du passé, pour, à la place, se diriger ensemble vers un avenir radieux. Et ben voilà, c'est qu'on s'approche de la fin. Avouez, ceux qui n'ont pas vu Gintama là, je suis sûr que vous vous attendiez pas à ce qu'Isaburo soit si bien développé, non? En même temps, c'est normal. Regardez-le avec son petit monocle, son gros nez et sa mâchoire carrée. Son chara-design ne donne pas envie qu'on s'intéresse à lui. Mais je pense que c'est fait exprès. Que ce soit dans son physique ou dans sa personnalité, il a été construit pour être un personnage qui n'a pas à être apprécié. On l'a quasiment jusqu'à la fin considéré comme un ennemi. Alors qu'en s'y intéressant avec du recul, on peut se rendre compte qu'il était loin d'être aussi manichéen. J'aimerais alors vous poser une question. Est-ce que vous auriez considéré ce personnage autrement s'il avait été physiquement plus attrayant? C'est en me la posant que je me suis renseigné sur le chara-design des personnages en général. Et j'ai réalisé que celui d'Isaburo, en fait, il est pas mauvais du tout. C'est même le contraire. Si vous reconnaissez instantanément sa tête et qu'il vous fait comprendre quel est son rôle dans l'histoire avec, c'est qu'il est excellent. Des études ont montré que certains traits physiques, comme des visages anguleux, font partie des codes visuels suscitant une première impression négative chez le spectateur. Et cette première impression qu'on a d'un personnage possède un énorme pouvoir sur nous. Parce qu'une fois qu'on l'a catégorisé dans une case, on a tendance à percevoir et interpréter ses actions sous son prisme, même si des éléments semblent nous indiquer le contraire.
C'est donc d'autant plus surprenant de voir un personnage ressemblant en tout point à un antagoniste évoluer d'une manière aussi inattendue. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que son design est servi comme outil narratif pour nous induire en erreur. Il y a une dissonance entre son physique et son histoire, ce qui rend ce personnage d'autant plus mémorable. De par ses actions, on nous a montré que les individus ne peuvent pas être réduits à des étiquettes comme héros ou antagonistes. Ils sont bien plus complexes que ça. Avant de conclure, j'aimerais vous demander, si on devait résumer tous les messages que nous ont transmis Isaburo et Nobume, qu'est-ce que ça serait? Ces personnages sont avant tout présentés comme des individus luttant contre eux-mêmes pour trouver la paix. Nobume avec son conditionnement d'assassin du Naraku, et Isaburo avec sa culpabilité dans la mort de sa famille. Ils cherchent tous les deux une forme de rédemption. Ils nous montrent qu'une personne, peu importe à quel point elle a été brisée ou a commis des erreurs, peut toujours se reconstruire et trouver un sens à sa vie, et qu'il est possible de le faire grâce aux relations qu'on choisit de créer. C'est leurs liens qui leur ont permis de se libérer de leur passé, et de trouver une raison d'avancer, illustrant alors l'importance qu'ils possèdent dans la reconstruction de soi. Mais parmi tous ces messages, celui que je retiendrai personnellement le plus, c'est que les échecs ne définissent pas une personne. On a tous, et on continuera, à faire dans notre vie des erreurs plus ou moins graves. Ce qui est fait, c'est impossible de revenir en arrière. Mais c'est pas ça qui nous définit. Ce qui doit l'être, c'est la manière dont on y réagit. Est-ce que vous essaierez de les réparer? Ou si c'est impossible, est-ce que vous essaierez de devenir une meilleure version de vous-même? C'est pas à moi de vous dire quel est le bon chemin à suivre. Je peux seulement vous expliquer ce qu'ont fait, dans leur cas, les personnages dont je vous parle. Au lieu de rester prisonnière de son passé, Nobume a choisi de se battre pour se racheter, en protégeant les personnes qu'elle voulait, et en instaurant une nouvelle ère. Tandis qu'Isaburo, au lieu de rester bloqué sur sa vengeance, nous a montré qu'il était possible de continuer à avancer en trouvant une nouvelle raison de vivre. Tout en nous faisant comprendre que, en se sacrifiant pour protéger le Shinsengumi, Tetsunosuke et Nobume, les échecs pouvaient être transcendés par des actes nobles. Si vous êtes encore dans le doute, laissez-moi vous résumer le message, pardonnez-vous à vous-même, et ne considérez pas l'échec comme une fin, mais plutôt comme une opportunité pour grandir. Au-delà de toutes les blagues de Hideaki Sodachi, se trouve un scénariste que je trouve particulièrement brillant. C'est vrai que quand on parle de Gintama, on pense pas tout de suite à la qualité de son écriture, et c'est normal. Déjà, parce que c'est principalement un manga comique, donc il peut être difficile à prendre au sérieux, et aussi parce qu'il n'est pas non plus parfait. Mais parfois, faut admettre qu'il est sacrément fort. Cette analyse a pour moi été l'occasion de vraiment comprendre ce qu'on me racontait, en ne restant cette fois-ci pas à la surface des propos. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais eu raison de le faire. Vous savez, je me considère pas comme étant quelqu'un de très futé. Il me faut beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre quelque chose. Gintama a beau être devenu dès son premier visionnage mon œuvre préférée, c'était plus grâce à un attachement sur la forme que sur le fond. J'avais l'impression de le comprendre, même sans avoir la volonté de le creuser. C'est pourquoi cette vidéo est aussi importante pour moi, parce qu'elle m'a permis de réaliser que cette œuvre est bien mieux écrite que ce que je pensais, et a donc renforcé l'appréciation que j'avais déjà d'elle. Mais c'est que le début. Là, on n'a fait qu'effleurer tout ce dont Gintama parle. J'ai encore beaucoup de chemin pour comprendre son entièreté, mais j'ai bien l'intention d'amener ma compréhension de lui vers les plus hauts niveaux. Ce sera ma manière à moi de lui rendre hommage. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Énormément de temps. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Les années vont passer, sûrement plein d'obstacles vont freiner cet objectif. Ceux qui veulent monter dans le bateau ne verront peut-être pas le rivage avant un très long moment. Mais tant que je posséderai mon cap, je peux au moins vous assurer que je perdrai jamais de vue ma destination. À vous, maintenant, de décider si vous voulez être à bord ou non. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. C'était Shizenken.